Valérie Expert. Bonjour à tous et à tous, vendredi 2 décembre avec vous pour commenter l'actualité, tenter de se mettre d'accord avec aujourd'hui Jacques Miard. Bonjour Jacques Miard. Honneur et patrie en cette date d'anniversaire d'Austerlitz. Eh bien, merci de nous rappeler cette date importante. Maire LR de Maisons-Laffitte, Clément Tougeron, analyste politique communicant au sein du cabinet Tilder. Bonjour, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour Michel. Bonjour. Et bonjour Michel Soudet, vous êtes rédacteur en chef adjoint à Politis. Bonjour. Bonjour à vous et merci d'être là. C'est une première pour vous. Nouveau format, nouvelle formule de ce magazine Politis, défricher les idées, nourrir les combats. Je le montre pour ceux qui nous suivent sur Facebook, Twitter et YouTube, et sur le compte Avec évidemment. En même temps, un tout nouveau site internet complètement refait, changement de système d'exploitation, mais le même fond, le même contenu. Fond, plutôt à gauche, oui, plutôt écologique. Iran, révolution d'une société moderne. Bretagne après le feu, ramener la Bref, les idées à la mode. Écoutez, beaucoup moins que vous ne pensez, mais hélas. L'Iran, révolution d'une société moderne, c'est pas une idée de gauche, hein, c'est une réalité, un combat qui... Bruno Retailleau a organisé un grand débat au Sénat il y a 2 jours pour soutenir le mouvement Femmes, Vie et Liberté. Donc, Et moi je voudrais, puisqu'on parle de presse, avoir une pensée pour Pierre Lazareff qui avait fondé France Soir, voir ce que France Soir est devenu, a perdu toutes ses aides, a perdu son agrément son âme de aussi presse beaucoup, et a perdu son âme, avoir comparé, je rappelle pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, qu'ils ont quand même comparé la vaccination à la Shoah. Bref, voilà, ça a été un grand journal, France Soir, et voilà ce que c'est devenu. Ça a été le plus grand journal français, je crois. Ça tirait 1 million d'exemplaires par jour. Et personnellement, Valérie, je pense à Pierre Lazareff chaque fois que je passe à Louvciennes où il avait une propriété. Eh bien, écoutez, on pense doublement à lui, donc voilà. Retraite à 65 ans, c'est parti. Alors, est-ce que ça va mettre les gens dans la rue? On va voir. Faut-il augmenter le tarif des consultations des généralistes? Aujourd'hui, le tarif est de 25 €. Les médecins généralistes souhaiteraient qu'il passe à 50 €. Et puis alimentation, les prix continuent d'augmenter. Et beaucoup d'autres sujets avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Michel Soudet. Ça concerne Complément d'enquête. C'est ça qui a été diffusé hier soir sur France 2. Oui, je suis, comme beaucoup de téléspectateurs, j'imagine, scandalisé par ce qu'on a vu. Alors tout le monde n'a pas vu. Racontez-nous un petit peu ce qui... On voit à l'écran Fabien Van Merlik, le secrétaire général du syndicat Alliance, justifier d'avoir obtenu la réintégration de 2 policiers du commissariat de Pau qui avaient littéralement tabassé un mineur menotté à son banc dans le commissariat pendant 13 minutes. La scène avait été filmée par la caméra piéton d'un autre policier et ils avaient été condamnés à 15 mois de prison avec sursis, retrait des droits civiques. Et malgré ça, 7 mois après, ils sont réintégrés dans le même commissariat, alors que tout policier devrait avoir un casier judiciaire vierge, c'est ce qui est exigé à l'entrée. Or là, ils ne l'ont plus. Et quelle est la justification ? La justification, c'est que, je reprends ces mots, ce qu'ils ont fait n'était pas nécessaire. Ce qu'ils ont fait, avoir laissé un mineur, quel que soit ce qu'on pouvait lui reprocher auparavant et ce qu'il avait pu faire, qui ne représentait aucun danger, avec un tympan percé, donc quelque chose qu'il gardera à vie, là c'est pas acceptable, c'est intolérable. Or, c'est le même secrétaire général du syndicat Alliance qui, rappelez-vous, trouvait que la justice était laxiste et qui, devant l'Assemblée nationale, avait dit le problème de la police, c'est la justice. Quand on voit ce qu'il a fait, cette réintégration, c'est véritablement, on l'entend la phrase de manière complètement différente. Or, ce n'est pas un cas isolé. Là, on l'a vu à l'écran. Mais ma consoeur Nadia Sweeney, la semaine prochaine, nous prépare un grand ensemble sur la judiciarisation des violences policières. Et elle a eu d'un vice-procureur cette explication que régulièrement, il obtient que les policiers
ne soit exclu de la police, et quelques mois plus tard, il les revoit dans des affaires. Ouais. Donc, il y a des passe-droits, il y a un contournement, et ce qui était montré hier, finalement, un complément d'enquête, c'est que les syndicats de la police, les principaux, en tous les cas, font la loi au ministère beaucoup plus que les ministres, et ça, c'est grave. Vous parlez du syndicat Alliance... et de SGP FO. Ouais, qui veut réagir? Non, alors moi, Clément Tougeron. Je vais pas forcément réagir parce que je n'ai pas vu, moi non plus, je l'ai pas vu. Le documentaire, donc je peux pas réagir comme ça. En revanche, j'avais vu la petite pastille que France 2 avait mis en avant pour promouvoir cette émission, et ça faisait un peu froid dans le dos. Oui. En effet, tout ce que vous dites, je vous crois, hein, évidemment, je dis pas que vous êtes en train d'inventer, mais voilà, il faut que nous on puisse le voir, et voilà, je me permettrai pas de faire des commentaires sans. Je précise qu'il y a des policiers qui sont évidemment contre ce système, qui le dénoncent, qui reprochent à leur système syndicaliste au sein de la police d'être quelque chose de soviétisé, ou quasiment il faut être adhérent du syndicat pour avoir une promotion, pour monter au tableau, et c'est aussi l'objet du livre qui est sorti cette semaine sur l'omerta dans la police, dont nous avons publié un entretien sur le site de Politis. Je veux dire, moi je ne veux pas prendre la défense d'Alliance, et de toute façon tous ces faits, s'ils sont avérés, j'imagine qu'ils le sont absolument condamnables. En revanche, Alliance n'a pas le monopole des coteries et des capacités d'influence dans les ministères. Les syndicats de salariés, c'est exactement la même chose. Les syndicats patronaux, c'est exactement la même chose. Voilà, il y a des phénomènes de corporatisme qu'on peut évidemment condamner, mais qui sont malheureusement universels et très 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 développés dans le syndicalisme français. Donc, faut pas non plus dire qu'il y a que Alliance qui agit de la sorte pour réintégrer des membres ou pas d'ailleurs, des membres de leur profession qui auraient fait des manquements à la loi, voire même des comportements très graves. Malheureusement, c'est assez fréquent. Jacques Miard ? Oui, alors, ce que vient de dire Michel Saudet est avéré. Si c'est avéré, il n'y a aucune raison de ne pas le croire, est inacceptable. Je le dis comme je le pense, parce que on doit avoir, d'une part, une police qui est un service public et qui, donc, a priori, doit être au-delà, je dirais, de toutes ces attaques et de tous ces méfaits. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne la judiciarisation, on va quand même rappeler que l'histoire du mur des cons a laissé un trouble dans l'opinion publique à l'égard, je dirais, de l'objectivité aussi de la police, de la justice, dans laquelle il y a énormément de gens extrêmement objectifs, mais on a un problème de rapport entre les deux. Ce qui est vrai, c'est que, et ça, ce sont un certain nombre de mes amis politiques, il y a eu une mainmise sur un service public de la police par les syndicats. Et ça, je crois que ça pose un problème, qu'on le veuille ou non. Moi, je défends les policiers qui font un métier très difficile, et qui sont souvent accusés à tort par des malfrats. On les met en garde à vue sur le même pied que le malfrat. Il faut trouver un autre système. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, on a une sorte de mainmise des syndicats sur l'ensemble du système. Et ça, il y a un problème là. Visiblement, en tout cas, hier, Frédéric Pechnard, je vois sur Twitter, qui était l'ancien DGPN, était invité après le reportage, et lui a dit qu'il aurait probablement, lui, révoqué ses policiers. Donc, je pense que là, il y a eu effectivement un dysfonctionnement. Allez, on se retrouve dans un instant, 9h12 sur Sud Radio. Restez avec nous, on va parler de la réforme des retraites, du tarif des consultations des généralistes. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, nous commentons l'actualité. On continue notre tour de table avec vous, avec Jacques Miard, Michel Saudet, Michel Taube et Clément Tougeron. Jacques Miard, coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule sur ce qu'on appelle, je prends mon journal parce que c'est à chaque fois difficile à mémorer, c'est l'indice de positionnement social, IPS. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IPS ? C'est un critère
que le gouvernement a mis en place dans une volonté de discrimination positive pour examiner dans toutes les écoles s'il y a souvent des enfants issus de milieux défavorisés. Et donc, ça s'applique également à l'enseignement privé. Simplement, on voit très bien que par ce biais, on est en train de vouloir instaurer une vision unique. Et moi, je pense que c'est grave parce que c'est un contrôle dans la liberté de l'enseignement privé qui risque d'aller très loin. Et ça, pour moi, ça dénote un esprit totalitaire. Parce que, bien évidemment, vous allez me dire, mais il faut lutter contre les ghettos. Pour lutter contre les ghettos, il faut aider d'abord les écoles qui sont dans des lieux difficiles par des moyens de l'État. Mais de là à vouloir organiser sur le territoire national cette espèce de volonté de discrimination positive et d'imposer dans des écoles privées où les gens ont le droit de choisir jusqu'à nouvel ordre, compte tenu des lois Debré et autres, leurs écoles, je crois que ça va beaucoup trop loin et que c'est un danger. C'est une sorte de volonté d'avoir partout les mêmes règles et partout les mêmes fréquentations sociales. Aidons les écoles qui sont dans des situations difficiles. Moi, je suis fils de la laïque, je suis allé à l'école laïque, mes enfants sont allés à l'école laïque, mais on ne va quand même pas reprocher, surtout notamment à des écoles privées catholiques qui sont très ouvertes à toutes les religions de la terre et à toutes les difficultés sociales, de leur imposer cet IPS qui est une sorte de volonté de mettre tout le monde dans le même ratio et dans la même norme. C'est une erreur fondamentale. Un mot, Clément Tougeron, vous connaissez bien, vous avez travaillé avec le ministre de l'Éducation précédent. Je crois que là, il y a quand même une multitude de sujets. Le premier, c'est que cet IPS a été mis en place afin de pouvoir quantifier de manière objective quelle est la réalité sur notre territoire. Quand on regarde les 10%, l'IPS moyen en France, il est de 103 à peu près, le plus faible de 56, le plus haut de 150. Les 10% des collèges les plus faibles en IPS, il y a dans ces 10%, 3% de collèges privés et 97% de collèges publics. À l'inverse, dans les 10% les IPS les plus hauts, il y a 65% de collèges privés, 35% de collèges publics. Et donc, ce qu'on est en train de dire, tout simplement, et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que l'enseignement privé reçoit des subventions de l'État. Et pour les obtenir, elles doivent simplement appliquer les programmes scolaires de l'État, ce qui est normal. Et certains députés, par exemple un député de la France Insoumise il y a quelques semaines, pendant le projet de loi de finances, a proposé qu'en plus, ils doivent respecter la carte scolaire. Ça paraît juste cohérent de se dire que puisqu'il y a de l'argent public dedans, il y ait par exemple une partie de boursiers, il y a une partie de personnes qui soient plus défavorisées parce que la mixité sociale à l'école, c'est extrêmement important. Ouais. Et donc, ça n'est pas juste un régime dictatorial, c'est un principe qui permet plus d'égalité. Par exemple, à Sciences Po, je suis désolé, mais maintenant, il y a des boursiers, c'est pas pour autant que Sciences Po, c'est devenu la pire université du monde. Bon, ça n'a rien à voir. Là, on est en train de vouloir appliquer une règle et de contrôler. Vous êtes en train de réouvrir la guerre scolaire. C'est une sottise monumentale. Bon, on vous mettra pas d'accord. On continue notre tour de table parce qu'on a beaucoup de sujets. Michel Taube, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? À la fois c'est un coup de cœur et quelque part, je suis quand même un peu très très étonné. Dans le cadre de niche parlementaire, le groupe LR, je crois que c'est une initiative d'Aurélien Pradier, a obtenu le vote d'un amendement qui correspond à une véritable révolution judiciaire. C'est d'ailleurs la création de tribunaux spécialisés pour juger des délits et des crimes, des violences conjugales. C'est un fléau en France. En Espagne, la création de tribunaux spécialisés a été extrêmement efficace et a contribué avec d'autres mesures à faire drastiquement baisser les violences conjugales. Donc je dis chapeau, bravo pour le vote de cet amendement, mais enfin quand même, une telle réforme
voté dans un petit amendement, dans une niche parlementaire, à 23h50, il y avait très peu de députés dans l'Assemblée, alors même que le gouvernement s'y était opposé et a essayé de retarder le vote, parce qu'au-delà de minuit, il ne pouvait plus y avoir le vote. Franchement, je trouve ça tellement caricatural de ce que nos politiques sont capables de faire. Lorsqu'il y a des vrais enjeux, on les vote en catimini en fin de séance, et lorsqu'il y a des enjeux futiles, ils vont s'entretuer entre eux verbalement et par des dizaines d'heures. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre système. Ceci dit, je salue cette décision. Je crains fort qu'elle n'aille pas au bout, mais effectivement, vu la gravité de la situation, vu les particularités de ces violences, vu la difficulté aussi des institutions à les entendre et à les prendre en compte, je trouve que des tribunaux spécialisés, ça ferait partie des solutions qui pourraient permettre de faire bouger les lignes. Voilà. Bon, c'était c'est bien qu'une proposition de loi puisse aboutir. Mais le gouvernement était contre. Il a fait de l'obstruction et il a tenté d'empêcher le vote. Et les groupes qu'on dit d'opposition, en tous les cas au gouvernement, tous les groupes de gauche et le Rassemblement national ont retiré leurs amendements pour permettre le vote. Et les députés de gauche disent ce texte n'est pas parfait, on aurait voulu l'améliorer, mais de toute façon il va aller au Sénat, le travail continue et il va revenir à l'Assemblée nationale. Mais le problème, c'est le gouvernement qui systématiquement, enfin les macroniens, systématiquement essayent de faire de l'obstruction ou des motions de rejet contre les propositions de loi de groupes d'opposition pour empêcher les discussions. De rejet préalable. Et alors, donc on ne peut plus la faire. En fait, il faut soit on l'adopte, soit on ne l'adopte pas. Ça a été abandonné il y a 4 ans ou 3 ans par la réforme Ferrand à l'Assemblée nationale. Allez, on va s'interrompre une toute petite seconde. Juste vous signaler le salon du livre haïtien. Non, mais c'est très important. Voilà, mais c'est important parce que Haïti est dans un état de déchéance, d'anarchie totale. Et depuis 10 ans, il y a ce rassemblement qui est là avec beaucoup d'auteurs qui sont présents, Denis Laferrière, entre autres. Et puis, ça permet de découvrir ce pays, de découvrir des auteurs. C'est à la mairie du 15e arrondissement. Si vous êtes là, allez-y parce que c'est toujours très, très riche et très intéressant. Et ça permet ce matin, de penser à Haïti. On parle de l'Iran, on parle de l'Afghanistan, mais Haïti est un pays qui est dans une désolation absolue et c'est terrible. Et il y a une grande littérature qui existe. Voilà. On se retrouve dans un instant avec vous, Clément Tougeron, et votre coup de gueule, ou en tout cas coup d'éclairage sur l'inflation, sur ces prix qui flambent. On va en reparler avec vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble pour commenter l'actualité, évidemment la réforme des retraites, les médecins généralistes qui sont en grève et puis les prix qui continuent d'augmenter, une inflation délirante. Clément Tougeron, vous vouliez revenir sur ce qui est en train de se passer avec effectivement des hausses absolument astronomiques. Exactement Valérie, depuis fin mars, industriels et distributeurs ont échangé pour augmenter les prix au fil de l'eau à la demande du gouvernement pour s'ajuster au plus possible pour éviter une marche trop haute à un certain moment. Et donc le résultat, c'est qu'en 2022, on estime que l'augmentation a été de 12%. Et le gouvernement, mais globalement, a dit qu'est-ce qu'on fait en 2023 ? Et donc les distributeurs avaient demandé aux fournisseurs de donner leur estimation d'augmentation, leur demande d'augmentation pour 2023. Ils les ont rendues hier. Pour rappel, en 2021, quand il y avait eu ces rendus-là, il y avait eu une demande environ de 7% d'augmentation pour 2022 qui avait été négociée à 3,5%. Là, les distributeurs ont reçu des demandes qui vont de 10 à 25%. Pour Pepsi, c'est plus 30% de demandes. Pour Haribo, c'est plus 25%. Et c'est expliqué par plusieurs manières. La première, c'est l'augmentation des matières premières. La deuxième, c'est l'énergie qui augmente. Par exemple, Monsieur André, qui est le PDG de Haribo en France, dit que sa facture d'électricité va augmenter de 3,6 millions d'euros à 12 millions d'euros pour l'année. Et donc, il est obligé de répercuter les prix. Et donc, ces négociations doivent être faites jusqu'au 1er mars pour pouvoir les appliquer. Michel-Édouard Leclerc, lui, dit qu'il faut favoriser les TPE-PME qui doivent augmenter
leur prix parce que sinon ils ne s'en sortent pas, et qu'en revanche il faut examiner les demandes des grands groupes industriels dans un deuxième temps parce qu'ils ont fait des marches en 2022. La difficulté, enfin, c'est que les distributeurs eux-mêmes doivent augmenter les prix parce que, eh bien, ils doivent augmenter les salaires en raison de l'inflation. Ils doivent aussi regarder l'augmentation de leurs coûts de distribution, l'électricité pour les frigos, l'éclairage, etc. Et le résultat, c'est que les consommateurs, eux, ont de moins en moins de pouvoir d'achat, des prix qui augmentent, et on le voit déjà puisqu'il y a moins 20% sur les produits frais, moins 20% pardon, par exemple, sur les produits frais, il y a une baisse, et donc c'est moins 20% sur le poisson, moins 12% par exemple sur le bœuf, moins 8% sur les légumes. Ouais. Et ça risque de s'aggraver au mois de janvier 2023. Alors effectivement, on peut se passer de Coca ou de bonbons Haribo. Après, sur les produits frais, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, Michel-Édouard Leclerc, hier, tweetait et indiquait les hausses qu'on nous demande, donc que lui demande les conserves, c'est plus 18%. Exactement. Les conserves de fruits, plus 20%. Le café, plus 10%. Les produits animaliers, alors la SPA craint des abandons d'animaux, plus 41%. C'est-à-dire ça va presque doubler le prix des aliments pour les animaux, les féculents 10%, ça veut dire les pâtes, le riz et autres, volailles plus 13% et le papier 11%. Michel. Moi, je regarde plusieurs choses. D'abord, je pense que les chiffres officiels sur l'inflation minorent complètement la réalité. Il y a une inflation aujourd'hui qui est énorme et je ne comprends pas, Jacques Miard, vous êtes un homme politique, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une mission parlementaire pour essayer de savoir comment ça se fait qu'on nous annonce des chiffres officiels. On nous a même dit, je crois il y a quelques jours, qu'il commence à avoir même une baisse du taux d'inflation, que ça commence à se stabiliser, mais la réalité elle est complètement différente. Les prix explosent. Premièrement. Deuxièmement, pour les petites entreprises, c'est très important. Fin janvier, fin février, elles font face à un mur, elles vont dans un mur, parce que les nouvelles factures énergétiques liées aux conséquences de la crise arrivent là, fin décembre, début janvier. Et elles ont des plus 500%, des 400%. C'est du délire complet. Et beaucoup vont devoir mettre la clé sous la porte parce qu'elles ne pourront pas payer. Troisième élément, et pourtant je suis très très hostile au système Poutine, mais franchement, je me rappelle il y a 6 mois, quand on a commencé à sanctionner très lourdement la Russie, à vouloir l'isoler, on disait on va mettre la Russie à genoux et vous allez voir, les problèmes vont être réglés en moins de 6 mois. 6 mois ou 8 mois après, on se retrouve dans une situation où vous avez les économies occidentales qui souffrent terriblement et où la situation n'a malheureusement le bras de fer n'a pas changé. Et vraiment, moi je soutiens les Ukrainiens, mais là c'est pas le sujet. Michel Soudet. Je ne sais pas si les chiffres qu'on nous donne sur l'inflation sont faux ou sous-estimés ou autre. On sait qu'il y a un panier de calculs qui correspond pas forcément à nos achats quotidiens. Par contre, ce qu'on sait, et c'est là qu'il y a le grand mensonge du gouvernement, c'est quand Bruno Le Maire dit « mais rassurez-vous, nous avons le taux d'inflation le plus faible, etc. Donc on est mieux lotis que les autres ». Quand on regarde les statistiques de l'OCDE, certes, on a un taux d'inflation parmi les plus faibles, mais la perte de pouvoir d'achat la plus forte de tous les pays de l'OCDE. Pourquoi ? Parce qu'en France, il y a un blocage. On ne veut pas augmenter les salaires, ce qui permettrait de remettre à niveau. Et on ne peut obtenir des augmentations de salaire que par des grèves ou des mouvements sociaux. Et si on augmentait les salaires, ça n'aurait pas forcément un gros impact sur l'inflation. C'est ce qu'a montré une étude récente du FMI. Donc il y a un gouvernement qui veut absolument protéger la rente au détriment de ceux qui travaillent. Jacques Miard. Oui, alors, pour ce qui est des taux d'indice de l'inflation, il faut souligner, ça a été dit un peu à l'instant par Michel, il y a un taux d'inflation en fonction de vos besoins et de vos achats. C'est-à-dire que malheureusement, pour les personnes qui ont le moins de revenus, l'inflation sera plus élevée que pour quelqu'un dans les hauts revenus. C'est aussi simple que ça. Ça a été notamment étudié par un certain nombre d'économistes. Il est clair aujourd'hui qu'on peut se poser de multiples questions sur les conséquences des sanctions qui ont été prises à l'égard de Poutine, que l'on aide, je comprends ça parfaitement, je dirais les Ukrainiens sur le plan sanitaire, mais il faut quand même regarder cette affaire, c'est que moi je suis de plus en plus convaincu qu'il s'agit d'une guerre russo-américaine et que les Américains conduisent une guerre par proxy. Alors il y a un moment,
il faudrait quand même regarder la réalité en face. On n'est pas là pour dire que Poutine a raison, non. Mais on voit les conséquences où ça mène aujourd'hui. Donc, je crois que l'arroseur arrosé, ça va se retourner très certainement contre le gouvernement français parce qu'à terme, il y a un ras-le-bol. Surtout que cet hiver va être dur, il va y avoir RTE annonce des coupures d'électricité et que ça risque d'être pire à l'hiver prochain. Alors je peux vous dire qu'à mon avis, on risque d'avoir une colère des Français en disant arrêtez. Oui, mais la Russie, encore une fois, la guerre en Ukraine a bon dos aussi. En ce qui concerne l'énergie, il y a aussi des erreurs qui ont été faites, en particulier monumentales sur l'arrêt du nucléaire. Hein. Je vous encourage à aller écouter l'ex-haut commissaire à l'énergie atomique, qui était devant une commission parlementaire, commission d'enquête parlementaire, et qui dit l'abandon du programme Astrid restera dans l'histoire comme un modèle la fermeture de Fessenheim à la demande de l'Allemagne. Excusez-moi, qui a abandonné ce programme? C'était sous quel président? C'était François Hollande, non? C'est ça, non? Non, c'est Emmanuel Macron. Non, c'est Emmanuel Macron. C'est Macron, absolument. Et il explique que c'était déjà décarboné. Enfin bref, je vous encourage à aller l'écouter. C'est assez intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais il n'y a pas que la guerre en Ukraine. Non, il n'y a pas que le nucléaire qui est en cause. La France a pris, et tout le monde le constate, dans les statistiques européennes, un énorme retard dans le développement des énergies renouvelables. C'est-à-dire, d'un côté, on veut... D'un côté... Arrêtez de nous vendre du vent. Non, je vous vends pas du vent. Il y a des régions où on peut vendre du soleil aussi, monsieur Millard. Vous êtes... Arrêtez de vendre du vent. Je dirais les éoliennes, c'est une connerie. Bon, on va pas faire le débat sur les éoliennes, pardon. Possible d'être. Il y a un moment, il faut sortir de l'idéologie, cher ami. Oui, c'est Macron effectivement, mais ça a été décidé sous Hollande. Le Danemark a 50% en éolienne et en énergie renouvelable. On s'en fout du Danemark. Donc c'est possible. Non, on s'en fout pas, c'est possible. On les a battus en foot, mais on s'en fout pas du Danemark. Parlons de la réforme des retraites. Oui. La réforme des retraites, ce matin, interview de la première ministre ce matin dans le Parisien. Donc on y va, c'est parti. Ce matin également François Ruffin qui dit qu'il n'hésitera pas à descendre dans la rue. Les LR sont un peu coincés aux entournures. Donc Clément Tougeron, comment vous voyez les choses? Sur la position des LR, je pense que Jacques Miard pourra plus nous éclairer parce qu'il est un fin connaisseur du parti. Mais globalement, sur la réforme, en effet, c'est un vieux loup de mer. Comme vous le savez, il y a régulièrement des réformes des retraites. Et la dernière avait été pré-débattu juste avant le Covid. Ça avait été stoppé à la fois à cause du Covid et puis en raison des fortes mobilisations contre la réforme. L'enjeu présenté par le gouvernement, je ne donne pas un avis personnel dessus, ce que la première ministre dit dans son interview au Parisien, c'est que à partir du 15 décembre, il y aura une présentation de la réforme à l'ensemble des partenaires sociaux et que si ces partenaires sociaux l'acceptent, on pourra avancer plus vite. S'il y a des blocages, ils négocieront. Elle pointe deux enjeux. Le premier, c'est de dire si on ne fait rien, d'ici 10 ans, il y a 12 milliards d'euros qui seront en dette et donc du coup le système ne sera plus viable et donc il faudra faire des concessions plus dures à l'avenir. Et ce qu'elle dit, c'est en même temps, donc elle dit il faut préserver le système des retraites parce que sinon il y a des dettes. Et deuxième chose, elle parle d'un point de vue équité, ce qui aussi est le discours de la gauche, qui dit nous allons aller dans la rue pour des questions d'égalité et d'équité. Mais là je dis juste ce qu'il y a dans l'article, je ne dis pas un point de vue personnel. Et elle dit nous voulons quelque chose d'équitable en pointant notamment le fait qu'il existe encore des régimes sociaux et donc elle reparle de la clause du grand-père qui dit finalement, ceux qui y sont actuellement employés garderont leur statut, les nouveaux, c'est non. Voilà. Michel ? Écoutez... il y a deux Michel. Alors Michel Thaume me regardait, allez-y. Je peux pas m'empêcher de penser, j'ai un grand frère qui est né un 27 juin 1961. Ah oui. Et la réforme va commencer pour ceux qui sont nés le 1er juillet. À 3 jours près. Bon, ça c'est l'anecdote. Honnêtement,
Bon, j'ai lu l'interview d'Elisabeth Borne dans Le Parisien. Je pense que c'est important que tout le monde la lise pour savoir à quoi ils veulent nous croquer, même si finalement, elle dit pas tout, elle est loin elle est loin, elle dit les concertations ne sont pas terminées. Elle en garde sous le coude. Mais enfin, on comprend qu'elle est déterminée et qu'ils ne lâcheront pas cette fois-ci. Elle n'est pas déterminée. Il est déterminé, Emmanuel Macron. Moi, je pense que son orgueil personnel, parce que la réalité, c'est qu'il a été piqué au vif de n'avoir pas pu réaliser sa mère des réformes, ce qui à mon avis n'était pas du tout la mère des réformes, mais selon lui, lors du premier quinquennat. Et je pense effectivement qu'il est prêt à tout pour se convaincre qu'il est capable de réussir une réforme du pays. Parce que la réalité, il y a eu beaucoup de réformettes, mais y a-t-il eu une seule grande réforme sous Emmanuel Macron? On peut en douter. Donc je pense qu'effectivement, il joue avec le feu. Et moi, ce que je trouve véritablement scandaleux, c'est que, évidemment, moi je suis même plutôt pour cette réforme. Je pense que comme dans tous les pays européens, on vit plus âgé, on commence à travailler souvent à part certains métiers pénibles plus tard. Donc moi, dans le principe, je suis plutôt pour cette réforme. Il y a des bonnes choses sur le fait que les régimes spéciaux pour les futurs entrants disparaissent. Je trouve que c'est normal parce que c'est quand même profondément, je trouve, inégalitaire. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant, alors qu'on est en pleine crise économique, inflationniste, au moment où effectivement tous nos efforts devraient être tournés vers effectivement des priorités également sanitaires, le Covid qui revient. Pourquoi maintenant ? On peut se dire, on attend 6 mois, 1 an que les choses se calment. Les gens sont un peu moins attentifs, non ? Je me permets juste de rectifier. La discussion se fera au premier semestre. Donc franchement, je pense que Emmanuel Macron, soit il est inconscient des réalités que vivent les Français, soit véritablement, effectivement, il n'arrive pas à maîtriser son... Je rectifie juste, c'était pas 12 milliards, c'était 100 milliards de dettes. Excusez-moi sur mon propos. 100 milliards de dettes. Exactement. On y revient. Au total, pas par an. On y revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On revient pour parler de la réforme des retraites. Donc expliquée en partie ce matin par Elisabeth Borne dans le Parisien. Parmi les mesures annoncées, le passage de 62 à 65 ans, 1 200 € minimum de retraite. La retraite, un minimum retraite à 1 200 € pour toute personne qui aura ses trimestres. Et puis les régimes spéciaux, on l'a évoqué, les personnes embauchées sous un régime spécial de retraite le conserveront. Mais pour tous les nouveaux, ce sera le régime général. Alors Jacques Méard, vous avez été interpellé tout à l'heure par Non, mais moi je vais vous dire une chose. J'ai beau être LR, je ne suis pas un clone. Et donc je pense par moi-même. Et je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec Michel Taube sur, je dirais, la date de l'annonce. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu de l'ensemble des emmerdements que vivent les Français, ça accroît encore, je dirais, un certain nombre d'antagonismes. Et puis surtout, la question de la retraite, c'est un problème complexe. Il n'y a pas une solution. Il y a toute une série de solutions. Il y a sans doute l'âge de la retraite en elle-même, mais là encore, on peut y aller crescendo. Et surtout, il faut prendre en compte un certain nombre, je dirais, de phénomènes où il y a des non-paiements de cotisations à la retraite parce qu'on a donné un certain nombre d'avantages à des grandes entreprises. Ça, c'est la critique que font un certain nombre de partis de gauche. Et enfin, personne ne parle aujourd'hui de la nécessité de relancer la natalité parce qu'il nous manque 70 000 enfants pour renouveler les générations. Alors vous me dites c'est à long terme. C'est peut-être à long terme, mais c'est la seule solution. Vous n'avez pas forcé les gens à faire des enfants. Mais il y a des incitations. On peut redonner un certain nombre d'allocations familiales là où on les a coupées aux classes moyennes, et notamment avec le quotient familial par-dessus le marché. Donc il y a eu un certain nombre d'imbécilités faites par M. Hollande qui ont été confirmées par M. Macron, qui ne les a jamais changées et qu'on paye aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, c'est une question de natalité, le nombre de gens actifs par rapport au nombre de retraités. Et si on continue comme ça, on va dans le mur et ce ne sera pas 65 ans, ce sera 70 ans. Donc vous êtes d'accord avec cette réforme des retraites ? Je suis d'accord avec la nécessité de faire une réforme de retraite qui prenne tous les facteurs en compte et pas simplement un seul facteur. Bon, Michel Soudet, on ne vous a pas entendu sur le sujet ? J'ai lu comme tout le monde l'interview d'Elisabeth Borne dans Le Parisien.
Le premier constat que j'en tire, c'est que la messe est déjà dite avant que la concertation, qui n'a jamais été une négociation depuis qu'Emmanuel Macron parle de concertation sur tout un tas de sujets, soit terminée. Donc le choix est déjà à peu près fait. Il faudra travailler plus longtemps, jusqu'à 65 ans, en 2031, puisque c'est le moment où ça rentrera en ligne de compte. Et les raisons, en fait, elles sont souvent expliquées quand les ministres un peu s'emportent à l'Assemblée nationale. Ouais. C'est pas uniquement pour combler un déficit qui sera limité pendant une certaine période et que l'on pourrait très bien résoudre par différents moyens financiers. Là, en l'occurrence, c'est de pouvoir financer autre chose que les retraites, c'est-à-dire des investissements dans l'éducation, remettre d'aplomb autant que possible nos hôpitaux à condition qu'il y ait une volonté. Voilà, donc l'argent des travailleurs, l'argent qui vient de ce qu'on appelait auparavant la démocratie sociale par les cotisations des salariés et des entreprises qui se discutaient entre patronat et syndicats pour avoir les règles ou autres. Là, maintenant, c'est l'État, Emmanuel Macron, qui décide. Mais ça vient la contrepartie... Ça vient d'où ça ? Le fait que cet argent va être utilisé pour investir dans l'éducation. Mais c'est Emmanuel Macron l'a dit dans une interview en début d'été. L'argent des retraites va être utilisé pour les retraites. Il faut repousser l'âge de départ en retraite pour pouvoir financer et éponger des dettes ou des cadeaux aux entreprises. Ils l'ont dit. Non, ça c'est ce que vous dites. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bruno Le Maire l'a dit à l'Assemblée nationale. La caisse qui est pour les retraites, elle ne peut pas aller ailleurs. C'est parce que l'État ne veut pas aider, ne veut pas ponctionner les entreprises un peu plus, parce que dans la manière de financer les retraites, vous pouvez faire des cotisations sur les salaires et vous pouvez faire des cotisations sur d'autres parties des entreprises quand elles emploient plus de salaire, sur des machines ou autres. Ça, c'est aussi possible. Il y a des économistes qui... Donc vous dites quoi, cette réforme des retraites, elle n'est pas bonne? Non, cette réforme des retraites, elle n'est pas bonne. Et la seule sucette avancée pour la justifier, donner un petit vernis social, c'est... On va augmenter, pour une carrière complète, 85% du SMIC, ce qui fera, explique Elisabeth Borne, au moment de l'entrée de la réforme, 1 200 €. Alors, c'est soi-disant une idée du président de la République, dit-elle dans l'interview. Voilà ce que je vous annonce. Cette mesure a été votée et est dans la loi de 2003 sur les retraites, la loi Fillon. C'était une demande de la CFDT. C'est exactement l'article 4, et je pense que M. Millard, qui était à l'Assemblée nationale, l'a voté. Je vous le lis. La nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85% du salaire minimum de croissance. Alors pourquoi ça n'a pas été appliqué ? Ça n'a pas été appliqué depuis 2008. Et je pense qu'un certain nombre de retraités seraient fondés, comme les associations écologiques l'ont fait, de poursuivre l'État en justice pour non-application de la propre loi qui a été votée. Oui, mais je ne sais pas, à suivre. La suite, c'est est-ce que les Français accepteront cette réforme des retraites ? Oui, tout à fait. Il y a exactement ce sujet-là qui est est-ce que ça va être voté ? Comment ça va se passer au Parlement ? La position des LR qu'on évoquait ? Plein de sujets. Michel Taube déjà et Jacques Niard soulignaient un sujet extrêmement important, c'est la temporalité, puisque à partir de janvier, nous allons avoir une augmentation importante qu'on débattait juste avant sur votre antenne des prix, et donc ça risque d'augmenter les crispations, puisque cette réforme elle est difficile, elle est dure à mener. La Première ministre dit concertation à partir du 15, présentation à partir de début janvier pour pouvoir avoir un débat et une mise en application mi-2023. Il risque d'y avoir une forte mobilisation. L'ensemble des syndicats
enfin peut-être pas l'ensemble, mais une grande partie des syndicats ont dit qu'ils iraient dans la rue. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, Valérie, que même la Ruffin... Oui, François Ruffin ce matin a dit, à la question qui lui était posée par le Figaro, cette réforme pourrait être bloquée par le pays. Il répond, je le souhaite bien sûr, je descendrai dans la rue pour ça. Est-ce que ce sera suffisant? Je l'ignore. Mais là, je voudrais alerter la nation, etc., etc. Exactement. Et le pivot, ce qui va être intéressant, le pivot, ça va être la position des LR à l'Assemblée nationale, parce que le président, comme vous le savez, n'est pas en majorité absolue, et une partie des LR dit quand même que cette réforme est nécessaire, et donc est-ce que le président va pouvoir s'appuyer sur une partie de ces LR ou non, en fonction notamment de l'évolution de la partie du parti politique. À mon avis, il y a deux arbitres de l'issue de cette réforme. Le premier, c'est celui qui sortira vainqueur de l'élection du président des Républicains, dont le premier tour se joue dimanche. Ouais. Et ça, je pense que si c'est Éric Ciotti, par exemple, qui est élu, je ne suis pas certain que politiquement, il acceptera de passer un accord avec Emmanuel Macron pour faire passer cette réforme. Deuxième arbitre, c'est la CFDT. Laurent Berger. Parce que Laurent Berger a déjà dit à plusieurs reprises qu'il y a des lignes rouges qu'il n'acceptera pas. Ouais. Et si la CFDT décide de descendre dans la rue, alors là, ça va vraiment être très très compliqué. Il y a juste c'est la raison pour laquelle, la temporalité est importante. Ouais. On pourrait attendre un peu compte tenu de la situation sociale et politique du pays. Il faut quand même regarder les choses en face. Et il y a de la part de Macron cette volonté de dire j'y vais, mais il va dans le mur. Oui, Michel Soudet. Non, juste dans ce que dit Clément, deux fois, il y a, il me semble-t-il, une petite erreur si on se reporte aux propos d'Elisabeth Borne. La concertation ne viendra pas après le 15 décembre. Le 15 décembre, elle le dit dans la première question, elle présente sa réforme à l'issue des concertations avec le patronat et les syndicats. Le 15 décembre, c'est plié, elle annonce. Cadeau de Noël pour les Français. Elle annonce d'ailleurs avant Noël. Clément, c'est avant Noël qu'elle annonce la teneur de son projet. Donc bonjour le cadeau de Noël. C'est la raison pour laquelle cet entretien aux Parisiens qui veut faire encore, je veux dire, du buzz est une erreur. Elle pouvait arrêter, elle pouvait attendre. Il y a quand même une volonté de communiquer du gouvernement en même temps, le même jour, puisque parallèlement, on a une interview d'Olivier Dussopt dans La Croix, sur à peu près les mêmes sujets, où il va un peu moins loin, parce que c'est pas lui la première ministre. Et dans cet entretien, il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi, c'est que Olivier Dussopt dit que nous avons actuellement un taux d'emploi, c'est-à-dire les gens en capacité de travailler à l'intérieur des classes d'âge qui peuvent le faire, de 68,5%, le plus haut depuis 1972, depuis 50 ans. C'était la fin des 30 Glorieuses, à l'époque il n'y avait pas de chômage. Donc je comprends pas très bien les réformes qui veulent pousser à aller encore plus loin dans le taux d'emploi, alors que nous avons des tas de problèmes et que beaucoup d'entreprises mettent les seniors à la porte retraite, pour ne pas avoir à payer des salaires trop élevés à leurs yeux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. On se retrouve dans un instant pour l'émission Média. À tout de suite.